Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Les meilleures choses ont une fin. C'est la 8e et la dernière leçon sur le climat. Je suis très content que ces 8 leçons aient eu lieu, même si le Covid nous a posé quelques problèmes, mais on y est arrivé. Merci beaucoup. Je suis content aussi de voir que dans la salle, il y a un certain nombre de jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a un certain nombre de jeunes. Donc voilà, je suis très heureux de vous présenter Valérie Masson-Delmotte, qui va donc faire cette dernière leçon. Le titre, vous l'avez devant les yeux, Climat, crise globale et transition. Et je suis sûr que ce sera tout à fait passionnant. Tu as 1 heure pour parler. Merci. Bonsoir, merci beaucoup à Pierre Léna de cette invitation à parler changement climatique et multiples enjeux. Donc cette présentation, elle est construite à l'angle de la physique du climat, qui est mon domaine de compétences, mais j'ai mobilisé d'autres sources d'informations, en particulier vis-à-vis des risques liés au changement climatique, de sorte à donner une image plus approfondie des enjeux. Alors, ce que je voudrais commencer par faire, c'est un tout petit peu d'histoire des sciences et exprimer la reconnaissance pour les générations de physiciens en particulier qui ont contribué à établir l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique. Le prix Nobel de physique, l'année dernière, en 2021, a été donné à un chercheur japonais et américain, Suki Manabe, pour ses travaux pionniers permettant de comprendre le fonctionnement du climat, sa réaction quand on ajoute des gaz à effet de serre, les mécanismes amplificateurs, et pour avoir fait, dès les années 1980, les premières projections d'évolution future du climat. Ce qui est observé depuis correspond à ce qui était attendu grâce à la compréhension, disons, physique, théorique des phénomènes en jeu. Donc nous voyons se réaliser ce qui était attendu depuis plusieurs décennies. Klaus Hasselmann, chercheur allemand, spécialiste des systèmes complexes, a développé des méthodes pour mieux comprendre la variabilité spontanée interne du climat, son organisation, et les méthodes permettant de discerner sur un système complexe comme le système climatique l'influence humaine. Et vous allez voir à quel point les connaissances ont progressé grâce à ce type d'approche. Cette présentation s'appuie sur un travail collégial, collectif, l'évaluation de l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique, les bases physiques, vis-à-vis des impacts, des vulnérabilités, des leviers d'action en matière d'adaptation, vis-à-vis des enjeux permettant de construire un développement soutenable, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, les 3 groupes de travail du GIEC. En 2018 et 2019, nous avons rendu 3 rapports spéciaux. Certaines des figures de cette présentation en sont tirées. Nous avons rendu l'été dernier le rapport sur les bases physiques du changement climatique, c'est le gros corps de cette présentation. Fin février sera rendu le rapport sur l'état des connaissances portant sur les impacts, les vulnérabilités et les solutions en matière d'adaptation. Et puis début avril, celui qui porte sur l'atténuation, et tout cela nourrit un rapport de synthèse qui sera rendu probablement vers octobre de cette année. Donc cette présentation est construite de la manière suivante. Je veux montrer en fait l'ampleur de ce travail collégial en faisant un pas de côté par rapport à la production de connaissances, la recherche, évaluer et synthétiser l'état des connaissances. Je rappellerai où on en est vis-à-vis de l'état du climat aujourd'hui, les futurs possibles en fonction des choix qui seront faits, l'information climatique qui est pertinente pour l'évaluation de risques et pour éclairer l'adaptation, et enfin à quelles conditions, d'un point de vue du fonctionnement du climat, il est possible de limiter son réchauffement. Dans le monde, dans les journaux scientifiques à comité de lecture, c'est-à-dire qui jouent la démarche scientifique de la relecture critique par les pairs, on a plus de 20 000 publications scientifiques chaque année avec le mot-clé « changement climatique ». Certaines sont très mauvaises, certaines font un petit pas par rapport aux publications précédentes, d'autres apportent des avancées considérables, certaines les confirment, les consolident ou les nuancent. Évaluer l'état des connaissances, c'est évaluer ce qui est robuste, les éléments probants, confirmés par de multiples approches. C'est analyser également ce qui est émergent, potentiellement important, mais où le degré de confiance sera plus réduit. C'est expliquer pourquoi on a parfois des perspectives divergentes sur un même sujet, des controverses dites scientifiques, parce que les connaissances sont incomplètes, parfois contradictoires, et aussi, bien sûr, en creux, évaluer les limites de nos connaissances actuelles et les voies de recherche à venir. Je dis toujours aux étudiants qui s'intéressent à la question du changement climatique, la première chose à lire,
C'est le dernier paragraphe de chacun de nos chapitres, parce que c'est là où on dessine finalement les limites, mais aussi les voies de recherche, et là où on a besoin de produire des connaissances nouvelles pour faire avancer cet état des connaissances. Le groupe intergouvernemental d'évaluation du climat, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, a été mis en place à la fin des années 80 pour évaluer collégialement l'information scientifique, technique, socio-économique vis-à-vis du fonctionnement du climat et des bases physiques des risques du changement climatique dû à l'influence humaine, ses impacts potentiels et les options d'action en matière d'adaptation ou d'atténuation. Les méthodes de travail visent à faire une évaluation la plus rigoureuse possible, de manière exhaustive, objective, donc avoir des scientifiques qui y contribuent de différentes régions du monde, qui apportent chacun son expertise, permet de renforcer cette objectivité. Chaque conclusion est traçable aux éléments des publications scientifiques, et donc on peut la relier aux sources d'informations mobilisées en toute transparence. Et puis la robustesse de l'évaluation et les méthodes pour la construire, c'est des méthodes de relecture critique très larges. C'est une évaluation qui a pour mandat d'être neutre, non prescriptive. Le GIEC ne fait jamais de recommandations. Par contre, il examine les différentes possibilités d'action, leurs limites, leurs co-bénéfices, leurs effets indésirables, de sorte à éclairer une prise de décision sans parti pris. Et enfin, le GIEC ne fait pas de recherche, il n'a pas de scénario ou de modèle aujourd'hui, c'est développé dans la communauté scientifique, en France comme partout ailleurs dans le monde. Mais en ayant un calendrier clair pour évaluer l'état des connaissances, il stimule la production de connaissances nouvelles, des synthèses faites par la communauté scientifique à temps, et aussi par cette analyse que j'ai décrite tout à l'heure, la maturation des connaissances scientifiques. Je décris chaque rapport comme une co-construction. Au départ, on écoute les demandes formulées par les différents pays. Par exemple, sur les bases physiques du changement climatique, on nous a demandé de mettre l'accent sur l'information à l'échelle régionale, là où elle est importante pour se préparer, pour analyser l'évolution des aléas climatiques qui sont importants vis-à-vis des stratégies de prévention de risques ou d'adaptation. On nous a demandé aussi de ne pas seulement regarder l'évolution du climat dans les prochaines décennies, mais par exemple vis-à-vis de la montée du niveau de la mer, de fournir une évaluation des changements potentiellement irréversibles à très long terme, des échelles de centaines, milliers d'années. C'est quelque chose qui est stratégique pour un certain nombre de régions littorales, les pays qui ont de grands deltas, les petits États insulaires en développement, par exemple, puisqu'il y a des enjeux vis-à-vis des habitats même et de la persistance de certaines régions clés de ces pays. Donc on écoute les demandes des pays. En une semaine, on fait un brainstorming avec une centaine de scientifiques sur la structure de chaque rapport, qui est approuvé par les représentants de tous les pays, qui propose des scientifiques pour les rédiger, les grands programmes internationaux de recherche également, les membres du bureau du GIEC, comme moi, nommés pour un cycle d'évaluation. On reste tous des chercheurs dans nos laboratoires, on a toujours le même employeur, c'est un travail qui n'est pas rémunéré. On fait la sélection des auteurs pour s'assurer de leur expertise et aussi de groupes d'auteurs qui soient renouvelés, diversifiés, pour rendre cette évaluation la plus rigoureuse possible. Et puis, en fait, ils passent en revue la littérature scientifique, dans d'autres cas techniques, socio-économiques. Ils font un premier jet qui passe en relecture par la communauté scientifique. Ils tiennent compte des commentaires. Il y a un deuxième jet qui tient compte des publications les plus récentes, qui part encore en relecture par la communauté scientifique et les experts proposés par les gouvernements. L'évaluation complète et consolidée, c'est typiquement pour un rapport spécial 500 pages, pour un rapport complet plus de 3000 pages. Et de là, on distille en fait un résumé à l'intention des décideurs d'une trentaine de pages. Il est à nouveau relu par les représentants de tous les pays qui vont chercher en fait des experts pour les conseiller, bien sûr. Les auteurs préparent une version pour l'approbation et mot à mot, phrase par phrase, chacun de ces résumés à l'intention des décideurs est approuvé avec les représentants de tous les pays du monde, qui, comme vous en doutez, ont des agendas géopolitiques assez différents et qui exercent en fait une analyse de la qualité de l'évaluation sur la base des éléments scientifiques disponibles et qui s'assurent que les conclusions sont exprimées clairement et reflètent de manière équilibrée les différents aspects du rapport. Pour la partie base physique du climat, par exemple, nous avions mis l'accent sur un type de sécheresse, les sécheresses au sens de l'humidité des sols. On nous a demandé d'aborder d'autres types de sécheresses au sens de manque de pluie ou débit des rivières très limité, qui sont importantes, en particulier pour l'agriculture, dans certaines régions du monde. C'est un exemple de cette coproduction.
On l'avait dans le rapport complet et on nous a demandé de l'ajouter dans le résumé à l'intention des décideurs. Donc, pour résumer, pour vous donner un ordre de grandeur du travail qui est derrière ce que je vais vous présenter, le rapport sur les bases physiques du changement climatique, c'est 234 scientifiques de 65 pays qui ont fait ce travail bénévole pendant plusieurs années. C'est au moins un tiers de leur temps, parfois 50% et au pic 150% de leur temps de travail. On a en fait aujourd'hui à peu près 30% de femmes scientifiques. Ça reflète à peu près la proportion de femmes scientifiques dans le monde entier, ça progresse. Et comme il y a des jeunes filles présentes dans la salle, je veux souligner à quel point on a besoin de jeunes femmes qui font le choix de carrière scientifique et qui contribuent au progrès de l'état des connaissances. Pour un rapport donné, on a en gros 2/3 d'auteurs nouveaux qui n'ont pas rédigé précédemment les rapports. Donc il y a ceux qui ont le savoir-faire, les nouveaux, et ça permet aussi d'être plus efficace dans la préparation de l'évaluation. Donc dans notre cas, ils ont passé en revue les éléments probants de plus de 14 000 publications scientifiques, issues des observations, de la compréhension des processus, de ce qu'on tire des climats passés, des travaux de modélisation du climat global ou régional, et aussi de la co-construction d'une information scientifique en appui à l'adaptation qui a lieu en fait partout dans le monde, et c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le développement de services climatiques pour les secteurs d'activité, pour la société. Les versions successives de rapports ont été relues par plus de 1890 volontaires de 92 pays différents, avec 46 gouvernements, moitié des pays du Nord, moitié des pays du Sud, qui ont fourni des commentaires écrits. En tout, 78 000 commentaires et chacun a une réponse et est pris en compte. Pour la première fois, en fait, du fait de la pandémie, on a terminé le processus de rédaction du rapport à distance, en ligne. En fait, c'est faisable, c'est juste beaucoup plus lent. Et en particulier parce qu'on double les réunions de travail pour tenir compte des fuseaux horaires quand on a des participants de toutes les régions du monde. L'approbation également par les représentants de tous les pays a eu lieu fin juillet, début août. C'est 186 heures d'appel sur Zoom sur 2 semaines qui ont permis en fait de consolider les conclusions clés. Cette approbation, elle permet de séparer ce constat scientifique, reconnu par tous les pays, des négociations internationales sur le climat, et donc ça permet de séparer le socle scientifique de la partie négociation climatique. Alors, où on en est aujourd'hui vis-à-vis de l'état du climat? Le constat scientifique, un fait établi, est que l'influence humaine sur le climat est sans équivoque. Elle est sans équivoque sur la composition atmosphérique. Jean Jouzel a montré les travaux permettant de caractériser l'évolution de la composition atmosphérique au cours du temps, des mesures directes dans l'atmosphère, et puis des reconstitutions sur 800 000 ans à partir de l'air piégé dans les glaces polaires. Vous voyez aujourd'hui le zoom sur l'encadré qui est à votre droite, représente l'évolution depuis 1900. En rouge, vous avez l'évolution sur les 2000 années précédentes. Et puis, en gris, vous avez les variations glaciaires interglaciaires des derniers 800 000 ans. Donc, vous voyez cette rupture en termes de vitesse d'augmentation et en termes de niveau atteint dans l'atmosphère. 47% de plus que le niveau pré-industriel pour le dioxyde de carbone, principalement dû à la combustion d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, les changements d'utilisation des terres, la déforestation et aussi certains processus industriels comme la production de ciment. La concentration de méthane dans l'atmosphère est maintenant à 156% de son niveau pré-industriel. Il y a eu un léger infléchissement au début de ce siècle et c'est reparti fortement à la hausse. Sur la dernière décennie, c'est tiré à la hausse par les fuites associées à l'exploitation des énergies fossiles et, dans le monde, l'élevage de ruminants également à la hausse. L'oxyde nitreux, le troisième gaz à effet de serre qu'on ajoute en quantité colossale dans l'atmosphère, parmi d'autres, a aussi une concentration qui continue à augmenter, 23% de plus que le niveau pré-industriel. Et c'est essentiellement dû à certains processus industriels, l'utilisation d'engrais azotés et les épandages d'effluents issus de l'élevage. Ces gaz à effet de serre ont des caractéristiques très différentes. Sur le dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère, 40 milliards de tonnes chaque année, on en a 23% qui rentrent dans l'océan, conduisant à son acidification, 31% qui est repris par la végétation et les sols. Le reste aura un temps de résidence très long. On estime que 15 à 40% continuera à agir dans l'atmosphère sur une échelle de temps de l'ordre de 1000 ans. Le méthane, lui, c'est un gaz à effet de serre avec un pouvoir de réchauffement très important, sur 20 ans, 80 fois plus que le dioxyde de carbone,
mais qui reste une douzaine d'années dans l'atmosphère une fois qu'on l'a émis. Le méthane agit également avec un effet indirect. Il interagit avec la chimie de l'atmosphère, favorise la formation d'ozone en surface, un polluant et gaz à effet de serre. Donc ça ajoute à l'effet direct du méthane sur le climat. Donc, en rajoutant des gaz à effet de serre, on perturbe les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace. Cela est dû au profil de température verticale dans l'atmosphère. C'est quelque chose qui a été établi depuis le milieu du XIXe siècle et qui n'a fait que se confirmer depuis, avec un certain nombre de réponses du climat, de processus amplificateurs qui contribuent au réchauffement qui est observé. Donc, pour un climat à l'équilibre, la quantité de rayonnement solaire qui arrive, une partie est réfléchie, est contrebalancée par le flux de rayonnement infrarouge ou thermique qui part vers l'espace. En rajoutant des gaz à effet de serre, en fait, on crée un déséquilibre. On diminue la quantité de rayonnement infrarouge qui part vers l'espace de manière transitoire, et donc on piège de la chaleur qui s'accumule. Sur la quantité de chaleur qui s'est accumulée dans la machine climatique, 91% est rentré dans l'océan. L'océan joue le rôle d'accumulateur. Il amortit le réchauffement en surface, mais au contraire, il va le restituer à l'échelle de temps de siècles à milliers d'années, rendant la perturbation qui a déjà eu lieu irréversible à très long terme. 5% de l'énergie supplémentaire réchauffe les sols, 3% est converti par la fonte de la cryosphère, tout ce qui est enneigé et englacé, et puis 1% de l'énergie supplémentaire, c'est le réchauffement à la surface de la Terre. Alors ça, c'est la version simple. Maintenant, il y a la version un tout petit peu plus compliquée. Vous avez là la conversion pour chaque facteur sur son effet sur les flux de rayonnement, ce qu'on appelle le forçage radiatif, ce qui est exprimé en watts par mètre carré. Sur ce graphe, vous ne voyez probablement pas en jaune pâle des cycles de 11 ans liés à l'activité du Soleil. Il y a un effet qui est très ténu au niveau planétaire, à l'échelle d'une décennie, mais pas de tendance nette conduisant à une accumulation de chaleur depuis les derniers siècles. En noir, vous voyez l'effet temporaire d'éruptions volcaniques majeures qui, en mettant des particules dans la haute atmosphère, où elles vont rester 1, 2 ou 3 ans, vont avoir un effet parasol, réfléchissant vers l'espace une partie du rayonnement solaire, donc un effet refroidissant, ça apparaît en dessous de l'axe horizontal. Donc les périodes dans le passé avec plus d'éruptions volcaniques, c'est un peu plus frais que la moyenne. Les périodes sans grosse éruption volcanique, un peu plus doux que la moyenne. C'est le principal moteur de la variabilité de la température à la surface de la Terre au cours des derniers millénaires. L'influence humaine, depuis la révolution industrielle autour de 1750, est croissante. Elle est clairement établie, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre qui domine le bilan d'énergie de la Terre, et qui est en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. C'est ce qui apparaît en noir en dessous. L'enveloppe d'incertitude est plus grande sur ce facteur-là que sur l'effet des gaz à effet de serre. Au niveau planétaire, l'effet maximum des particules de pollution a été atteint, donc un effet parasol, au début de ce siècle, à la fin du siècle dernier. Grâce aux politiques publiques visant à améliorer la qualité de l'air en Amérique du Nord ou en Europe, il y a eu une diminution de cet effet refroidissant des particules de pollution. Mais il y a des contrastes marqués selon les régions du monde, ça continue à augmenter en Afrique de l'Est ou en Asie du Sud. Mais au niveau planétaire, l'effet net a une légère diminution. Le résultat, vous le voyez en bas, sur l'influence humaine sur le climat, donc elle est positive, ça veut dire que ça réchauffe, ça accumule de la chaleur. Vous voyez aussi qu'elle a fortement augmenté à partir des années 1950 et qu'elle a encore augmenté sur la dernière décennie, effet croissant des gaz à effet de serre et un peu moins d'effet refroidissant des particules de pollution. Les deux facteurs vont dans le même sens. Donc on observe des changements rapides et généralisés dans l'atmosphère qui se réchauffe, qui contient plus de vapeur d'eau, avec des changements de circulation de grande échelle, la grande cellule de Hadley dans les régions tropicales qui s'étend vers les pôles, un déplacement des rails de tempête à nos latitudes, des changements généralisés dans la cryosphère, un recul du manteau neigeux, en particulier au printemps, en moyenne montagne, un recul de la glace de mer près de l'Arctique, pas de tendance globale observée du côté de l'Antarctique pour la banquise, un dégel des sols gelés en montagne et dans les régions froides, un recul généralisé des glaciers, et enfin, depuis les années 1990, la calotte du Groenland, qui fond davantage en été et donc qui perd de la masse de manière croissante, et certains secteurs de l'Antarctique qui glissent plus rapidement parce que la partie qui flotte, qui est au contact de l'océan, au contact d'un océan plus chaud, s'amincit
contribue à un écoulement plus rapide de certains secteurs. Depuis les années 90, la perte de masse de ces calottes a été multipliée par 4. Du côté des continents, un verdissement net mesuré depuis l'espace, effet fertilisant du CO2, plus d'irrigation, par exemple en Inde ou en Chine, ou de la reforestation dans certains secteurs. À l'inverse, certaines zones qui brunissent du fait d'une aridification par le stress hydrique. Un allongement de la saison de croissance des végétaux, ce qui peut aussi les rendre plus sensibles au gel tardif au printemps et plus sensibles au stress hydrique à la fin de l'automne. Une intensification des précipitations, en particulier au-dessus des continents, et des déplacements d'espèces qui s'ajustent en fait à l'évolution et au déplacement de leurs habitats. Dans l'océan, c'est de multiples changements. Un océan qui se réchauffe. Comme les eaux de surface se réchauffent, leur densité diminue, et donc ce sont des eaux qui flottent plus et se mélangent moins bien, moins d'apport d'oxygène en profondeur dans l'océan. Un océan également qui, en se réchauffant en profondeur, gonfle, ce qui contribue avec la fonte des glaces terrestres à une montée du niveau de la mer. 20 cm au XXe siècle, avec une accélération. Le rythme de montée du niveau des mers est maintenant à 3,7 mm par an, en particulier par la contribution croissante des glaces continentales, qui est maintenant dominante. Ces changements sont une rupture par rapport aux variations naturelles passées récentes. Le recul de la glace de mer Arctique, c'est inédit depuis plus de 1000 ans, où on a des archives dans l'analyse, par exemple, des sédiments marins. Le recul généralisé des glaciers, c'est inédit depuis plus de 2000 ans, où on a des reconstitutions de l'évolution des glaciers par la datation de leur front et des vestiges associés. L'accumulation de chaleur dans l'océan, elle est à un rythme inédit depuis la dernière période glaciaire, il y a 18 000 ans. Son réchauffement de surface est le plus rapide depuis le début de la période chaude actuelle, il y a environ 11 000 ans. Et enfin, la hausse du niveau de la mer, c'est la plus rapide depuis plus de 3 000 ans. On avait en fait un niveau de la mer relativement stable à ce moment-là. Et enfin, l'acidification de l'océan est inhabituelle par rapport aux derniers 2 millions d'années, et c'est cohérent avec la hausse de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Pour retrouver une période géologique avec autant de CO2 qu'aujourd'hui, il faut remonter à plus de 2 millions d'années en arrière. On va maintenant regarder un indicateur de l'état du climat, ce n'est pas le seul, mais c'est un indicateur pertinent, c'est l'évolution de la température à la surface de la Terre en moyenne annuelle, au-dessus des continents et au-dessus de l'océan. C'est un indicateur pertinent parce que ça reflète la perturbation du bilan d'énergie de la Terre et les rétroactions, et puis moins ce qui est absorbé dans l'océan. C'est aussi un indicateur pertinent pour tous ceux qui habitent à la surface de la Terre, parce que de nombreuses caractéristiques régionales du climat en surface dépendent du niveau de réchauffement en moyenne à l'échelle planétaire. Donc le niveau de réchauffement observé à partir de tous les jeux d'observation disponibles, vous l'avez à droite, depuis 1850. Donc par rapport à la période 1850-1900, vous voyez que chacune des dernières décennies a été successivement la plus chaude, et pour la dernière décennie, on atteint 1,1 degré de plus que cette période 1850-1900 qui est représentative d'un climat pré-industriel. Si on regarde un petit peu plus loin en arrière, par rapport aux reconstitutions issues des archives naturelles du climat, représentées ici avec un pas de temps de 10 ans, vous voyez que le réchauffement actuel est une rupture en amplitude, en vitesse, sur plus de 2000 ans. La dernière décennie est plus chaude que les périodes les plus douces de la période interglaciaire actuelle, il y a environ 6500 ans, du fait d'une orbite différente de la Terre par rapport au Soleil, d'un axe d'inclinaison différent. Pour trouver une période plus douce, il faut remonter avant la dernière glaciation, il y a environ 125 000 ans vers le passé, et les caractéristiques différentes à ce moment-là, elles étaient dues aux variations lentes de la trajectoire et de l'axe d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Alors si on prend ce réchauffement qui est observé, c'est la petite barre grise à côté, la part qui est due à l'activité du Soleil et des volcans, sur une tendance à l'échelle du siècle, elle est estimée à négligeable. Ces facteurs-là jouent. Ils jouent à l'échelle de l'occurrence d'une éruption volcanique, ils jouent sur certains aspects du climat, de la circulation à l'échelle régionale, mais pas sur l'accumulation de chaleur dans le système climatique et le réchauffement à l'échelle du siècle. De même, la variabilité spontanée des échanges entre l'océan et l'atmosphère, des vents, façonne une variabilité importante d'une année à l'autre, mais n'explique en rien les caractéristiques de cette accumulation de chaleur qui provient d'un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, pas d'une répartition à la surface ou à l'intérieur de l'océan. Si on prend le résultat de simulations climatiques, prenant en compte
les facteurs naturels et l'influence humaine, vous voyez que la meilleure estimation du réchauffement observé est que 100% de ce réchauffement observé est la conséquence de l'influence humaine sur le climat. Ce n'est pas un peu, ce n'est pas dominant, c'est l'intégralité. Avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, la barre rouge clair, en partie contrebalancée par l'effet refroidissant des particules de pollution, la barre bleue. On a également progressé dans la quantification du rôle de chaque facteur. Et là, c'est le résultat de l'analyse de chaque facteur sur le bilan d'énergie de la Terre, le forçage radiatif, et de la réponse du climat. Ce sont deux approches en fait différentes, mais complémentaires et convergentes. Donc le premier facteur qui pèse, ce sont nos rejets de dioxyde de carbone, avec un effet cumulatif. Donc, le niveau de réchauffement, il est déterminé par le cumul des émissions passées, présentes et futures de CO2. On va revenir dessus par la suite. Le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont les émissions de méthane par son effet direct et indirect via la formation d'ozone de surface. Enfin, par rapport aux multiples caractéristiques que je présentais tout à l'heure, l'influence humaine sur le climat, c'est le facteur principal de tout ce qui apparaît en rouge, et c'est un facteur qui contribue, avec la variabilité naturelle du climat, à tout ce qui apparaît en orange, donc des aspects qui sont généralisés, rapides et s'intensifient. Ce sont des changements qui sont sans précédent en ampleur et en vitesse, à l'échelle de milliers d'années. Et par ailleurs, l'influence de l'homme sur le climat, ce ne sont pas seulement des tendances, mais ce sont également des variations régionales. Ce que je vous montrais pour l'évolution de la température à la surface de la Terre, c'est quelque chose d'assez similaire pour l'évolution de la température en Europe de l'Ouest, par exemple. Et c'est également discernable sur la fréquence, l'intensité d'événements comme les extrêmes chauds, les pluies extrêmes et certains types de sécheresse dans certaines régions. Chacun de ces hexagones, c'est une région du monde, MED, le pourtour de la Méditerranée, WCE, l'Europe de l'Ouest, CAR, les Caraïbes, ou bien PAC, les petites îles du Pacifique, qui concernent aussi les territoires d'outre-mer. Toutes les régions qui apparaissent en rouge, c'est là où il y a une intensification des extrêmes chauds. Plus on a des petits points noirs, plus notre degré de confiance sur l'influence humaine sur cette intensification est fort. Vous voyez que c'est généralisé pour les extrêmes chauds. À l'exception de quelques régions qui apparaissent en gris, les données qui existent ne sont pas disponibles, moins d'études d'attribution dans ces régions. En ce qui concerne les pluies extrêmes, toutes les régions qui apparaissent en vert sont des régions avec une intensification de ces pluies extrêmes, qui sont d'ailleurs bien comprises, puisque la relation de Clausius-Clapeyron décrit qu'une atmosphère qui se réchauffe peut contenir plus de vapeur d'eau. C'est quelque chose qui est théoriquement bien compris, qu'on observe, et qui est également simulé par les modèles de climat globaux et régionaux. Donc, dans toutes les régions en vert, une intensification des pluies extrêmes. Vous voyez que c'est dans le nord de l'Europe et dans certains endroits du nord de l'Amérique que l'attribution à l'influence humaine est la plus forte. Et vous voyez que dans beaucoup de régions de l'Amérique du Sud ou bien de l'Afrique, les données ne sont pas accessibles, par exemple jour à jour depuis les années 1950, ou bien il n'y a pas eu suffisamment d'études d'attribution à l'échelle régionale pour des événements spécifiques pour étayer des conclusions. Et ça reflète une inégalité qui est présente dans les forces de frappe scientifiques dans les différentes régions du monde sur les capacités à analyser des événements à fort impact et de discerner si cela fait partie de la variabilité spontanée du climat ou naturelle, ou si on peut conclure à une influence humaine par la perturbation du climat planétaire. En ce qui concerne les épisodes de sécheresse au sens agricole, donc des sécheresses qui concernent l'humidité des sols, les régions qui apparaissent en jaune sont là où il y a une intensification. Les pointillés reflètent également le degré de confiance sur l'attribution à l'influence humaine. Vous voyez que l'un des endroits où le signal est le plus net, c'est autour de la Méditerranée ou du côté de la Californie. Et dans beaucoup de régions, on a des résultats contradictoires à l'intérieur même d'une région. Alors ça apparaît, vous ne le voyez pas, mais ça apparaît normalement en hachuré. Donc nos activités, notre influence sur le climat planétaire rend ces événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, mais affecte aussi des événements rares, composites. Donc les conditions chaudes, sèches et venteuses, propices aux incendies, deviennent plus intenses, plus fréquentes
sur des saisons plus longues ou touchant des zones nouvelles. On le voit en France, comme dans beaucoup d'autres régions du monde. On ne parle pas ici de départ de feu, on parle des conditions météorologiques qui peuvent être favorables au développement d'incendies. Toutes les techniques de gestion de risque, elles permettent en fait d'éviter le départ. Ça dépend aussi de la biomasse disponible et puis aussi par exemple, de pyromanes ou autres activités qui vont contribuer à créer le démarrage. Du côté du littoral, on observe une augmentation des événements composites avec la montée du niveau de la mer, de submersion marine avec par exemple une onde de tempête, en même temps qu'une inondation qui vient de l'intérieur des terres par des pluies extrêmes et leur ruissellement. Ce genre d'événement pose des difficultés particulières pour évacuer l'eau du continent et se protéger de l'arrivée d'eau de l'océan. On observe également une récurrence des épisodes d'inondations côtières simplement associés aux marées hautes. Celles qui se produisaient 5 fois dans l'année deviennent présentes 8 fois dans l'année. Donc c'est ce côté un peu chronique, graduel, qui est associé à la montée du niveau de la mer et qui, dans certaines régions, conduit déjà à une augmentation de l'érosion du littoral. Et puis l'océan, il est vraiment l'objet de changements composites, vagues de chaleur marine plus fréquentes, plus longues, plus intenses, donc moins de temps pour récupérer des récifs de coraux tropicaux. Après une vague de chaleur, subissent un phénomène de blanchiment en expulsant les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. On estime qu'il faudrait à peu près 15 ans pour qu'ils puissent récupérer. Donc plus les vagues de chaleur sont fréquentes, plus en fait ça va entraîner une dégradation des récifs de coraux tropicaux, avec une perte de biodiversité, mais aussi des services qu'ils apportent, protection du littoral, hébergement d'une vaste diversité marine qui contribue à la reproduction des espèces marines, à l'activité des pêcheries, et puis aussi à la beauté du monde. Donc, vagues de chaleur marine plus intenses, plus fréquentes, qui affectent aussi nos littoraux. Acidification, perte d'oxygène, ce sont des changements composites majeurs qui mettent en mouvement les espèces marines et qui ont déjà conduit à une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Alors, quels sont les futurs possibles? Nous explorons une large palette de scénarios. Pour chacun de ces scénarios, nous explorons la réponse du climat, donc tout un ensemble de travaux de modélisation du climat, contraints par notre évaluation de la réponse du climat qui utilise toutes les sources de connaissances disponibles, la compréhension des processus, les connaissances issues des climats passés, les observations. La conclusion principale, c'est que les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, avec l'aspiration de le stabiliser autour de 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel, seront hors de portée s'il n'y a pas une réduction rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà les scénarios que nous explorons. Un scénario en jaune, d'émissions de gaz à effet de serre, illustré ici par le dioxyde de carbone, parce que c'est celui qui pèse le plus, qui stagne pendant quelques décennies à un niveau proche de l'actuel, avant de diminuer lentement. Je précise que les engagements réactualisés par les différents pays lors de la COP26 pourrait impliquer une légère diminution à horizon 2030 si toutes les promesses sont mises en œuvre, mais très légère, proche du niveau moyen de la dernière décennie. Si jamais les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des promesses, c'est une trajectoire qui est très plausible. On explore également des trajectoires d'émissions élevées ou très élevées de gaz à effet de serre, donc un recours croissant aux énergies fossiles, par les politiques publiques mises en place récemment, par l'évolution technologique qui permet de produire de manière compétitive de l'électricité bas carbone. Les scénarios d'émissions très élevées sont jugés par les spécialistes de l'économie de l'énergie comme moins plausibles, mais ne peuvent pas être exclus. Et puis, les trajectoires d'émissions basses ou très basses correspondraient à une rehausse majeure de l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde pendant les années à venir. Donc, ces scénarios d'émissions basses ou très basses, en fait, en filigrane, seraient le résultat de transitions majeures, donc de décarbonation de la production d'électricité, d'électrification des autres usages de l'énergie, d'efficacité et de sobriété énergétique, de transformation profonde dans le secteur des terres et du système alimentaire pour valoriser le stockage de carbone dans les sols, restaurer les écosystèmes dégradés, reforester de manière diversifiée, faire évoluer nos alimentations pour que leur empreinte carbone, leur empreinte environnementale se réduisent, une évolution dans les systèmes industriels,
une évolution dans les systèmes urbains, sur l'efficacité, l'économie circulaire, la construction des bâtiments, le chauffage, le refroidissement des bâtiments, un besoin majeur d'infrastructures pour nourrir ces transformations, et puis une réorientation des financements hors du secteur des énergies fossiles et vers tout ce qui permet de produire, en particulier, de l'énergie bas carbone. Donc c'est ce qui est en filigrane, en fait, derrière ces courbes bleu foncé ou bleu clair. Deuxième volet, la réponse du climat. Donc, ce qu'on appelle la sensibilité du climat à l'équilibre, c'est une mesure de l'ampleur du réchauffement à la surface de la Terre si on double, par rapport au climat pré-industriel, le niveau de CO2 dans l'atmosphère. C'est un concept qui a été introduit dans les années 1970 par des travaux pionniers, en fait, en sciences du climat, en physique. Le premier rapport, c'est un rapport de l'Académie des sciences américaine, 1979, qui estimait la valeur la plus probable de cette sensibilité du climat autour de 3 degrés, avec une large plage d'incertitude. Vous voyez qu'on a stagné autour de cette plage d'incertitude depuis des décennies. Dans ce rapport, grâce à des travaux de sciences du climat vraiment fondamentales, en particulier pilotés par le Programme mondial d'études du climat et auxquels des collègues français ont contribué, comme Sandrine Bonny, au laboratoire de météorologie dynamique. Donc, des publications ont permis de contraindre cette sensibilité du climat, donc une meilleure estimation à 3 degrés et une plage d'incertitude fortement réduite. Donc la plage probable, vous la voyez, qui va de 2,5 degrés à 4 degrés, la plage très probable de 2 à 5 degrés. Les contraintes viennent de la quantification de chaque boucle de rétroaction. La principale source d'incertitude qui reste encore là, c'est celle liée aux nuages, à leur interaction avec la circulation et le rayonnement. Des contraintes liées aux observations, à ce qui est observé sur la période récente. Des contraintes issues des climats passés, très chauds ou très froids, contrastés. Et puis la capacité à tracer des réponses récentes qui permettent d'expliquer des différences dans la modélisation du climat pour l'évolution future, et donc de le contraindre par rapport à des observations disponibles, ce qu'on appelle des contraintes émergentes. Donc le résultat, la meilleure estimation, la plage d'incertitude, je la montrerai tout à l'heure seulement pour un des scénarios, c'est représenté ici. Donc chacun des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, que j'ai montré tout à l'heure, est la réponse de la température. À court terme, on s'attend à la poursuite du réchauffement. Pourquoi ? Même dans le cas de scénarios de forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, on a une baisse, mais on a toujours des émissions. Le cumul des émissions anthropiques pour le CO2 continue à augmenter, le climat continue à se réchauffer. Et ce sera le cas tant que les émissions mondiales de CO2 ne seront pas à net zéro. Deuxième volet, si on décarbone, donc si on sort des énergies fossiles, on perd aussi les particules de pollution néfastes pour la santé qui sont émises avec le CO2. Donc on perd leur effet refroidissant, donc ça se réchauffe à court terme. Donc même dans les scénarios de la plus forte action, on a un réchauffement qui se poursuit dans les décennies à venir, et donc c'est important d'anticiper et de s'y préparer. À moyen terme, si on a des émissions de gaz à effet de serre qui baissent fortement ou très fortement, il est possible de limiter le réchauffement, largement en dessous de 2 degrés, voire assez proche de 1,5 degré après un léger dépassement, à condition aussi d'être capable d'éliminer une partie du CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable, ce qui pose des défis nouveaux. Si les émissions de gaz à effet de serre suivent un scénario intermédiaire, ça stagne quelques dizaines d'années au niveau actuel, le climat continue à dériver. Notre meilleure estimation, c'est qu'on dépasse 2 degrés au niveau planétaire autour de 2050, et puis une plage en fin de siècle qui va de 2 à 3,5 degrés, avec une meilleure estimation dans ce cas-là autour de 2,7 degrés. Alors comment ça se compare à la longue histoire du climat de la Terre ? Vous avez là la reconstitution des variations de température à la surface de la Terre depuis 60 millions d'années, à partir des sédiments marins, des archives dans les milieux continentaux, dans les glaces polaires. Donc vous voyez que sur plusieurs siècles, dans le cas d'un scénario intermédiaire, on dépasserait 2 degrés, 3 degrés. C'est quelque chose qui est vraiment une rupture, en fait, en ampleur, en vitesse, par rapport à la variabilité du climat des derniers millions d'années, qui a aussi façonné les capacités d'adaptation du vivant au cours de son évolution. Ça sortirait en fait complètement de la plage des derniers millions d'années pour réatteindre un niveau de réchauffement qui, la dernière fois qu'il a été rencontré, était il y a plus de 3 millions d'années, avec également un très haut niveau marin du fait de la réponse
pour cette période géologique, à long terme, des glaces du Groenland et de l'Antarctique à des conditions plus chaudes. Alors qu'est-ce que ça représente, chaque fraction de réchauffement supplémentaire? Plus on monte le curseur au niveau planétaire, plus on monte le curseur dans chaque région. Le curseur est toujours plus élevé au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Typiquement, pour un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré en moyenne planétaire, on n'est pas loin des 2 degrés déjà, en France métropolitaine par exemple. Et puis on dépasse 3 degrés du côté de l'Arctique, où le réchauffement est plus prononcé que la moyenne planétaire, du fait de phénomènes amplificateurs liés à la perte de l'effet miroir des glaces, mais aussi d'une atmosphère plus chaude qui contient plus de vapeur d'eau qui amplifie le réchauffement dans cette région. Si on regarde les changements sur la répartition de la moyenne annuelle des précipitations, vous avez des effets dynamiques dans les régions froides, plus doux, plus humides, plus de pluie en moyenne annuelle. Mais dans les régions de climat méditerranéen, ce sont des effets de changement de circulation à grande échelle qui dominent, avec une diminution de la pluviométrie proportionnelle au niveau de réchauffement planétaire. Alors bien sûr, c'est uniquement l'évolution de la pluviométrie moyenne. Cela affecte aussi l'humidité des sols en moyenne annuelle. Donc quand on regarde l'évolution de l'humidité des sols, là où c'est rouge, brun, c'est là où ça devient plus sec, là où c'est vert, là où ça devient plus humide. Vous voyez un signal très fort dans des régions très secs comme le Sahara, parce qu'en fait, un petit pourcentage en plus par rapport à une quantité d'humidité très réduite aujourd'hui suggère un fort signal. En valeur absolue, ce sont des changements très limités. Donc, pour l'humidité des sols en moyenne annuelle, ça reflète la répartition de la pluviométrie et ça reflète aussi l'augmentation de l'évaporation et de la transpiration des plantes qui augmentent dans un climat qui se réchauffe. Donc peut-être à retenir une baisse de l'humidité des sols en moyenne annuelle du côté de la Californie, de l'Amérique centrale, de l'Amazonie, de toute la partie d'Afrique australe ou Madagascar, le pourtour de la Méditerranée, certaines régions de l'Asie centrale, et également certains secteurs de l'Australie. Et cette baisse d'humidité des sols graduelle, ça entraîne de fait une aridification de certains secteurs. Mais par ailleurs, plus le niveau de réchauffement monte, plus on intensifie le cycle de l'eau global. C'est-à-dire on augmente la quantité nette de précipitations sur les continents, on augmente la variabilité de la répartition des précipitations d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, avec par exemple une augmentation des épisodes sans pluie et une augmentation des records de pluie associés à des événements ponctuels. Donc des défis considérables pour la gestion de l'eau, pour la gestion de risques et également pour les activités agricoles qui sont aux premières loges par rapport à ces caractéristiques qui changent. Donc par rapport à chaque incrément de réchauffement supplémentaire, il faut se préparer à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds, au-dessus des continents comme en mer. Les petits sacs de billes représentent les événements chauds qui se produisaient une fois par 50 ans, entre 1850 et 1900. Déjà aujourd'hui, avec un peu plus d'1 degré de réchauffement, ils se produisent 5 fois plus fréquemment. Dans un monde d'1,5 degré plus chaud, c'est 9 fois plus fréquemment. Dans un monde 2 degrés plus chaud, c'est 14 fois plus fréquemment. Donc des événements qui étaient rares, une fois pour une vie humaine à l'époque, vont être connus de plus en plus fréquemment par les personnes qui vont vivre tout au long de ce XXe siècle, et en particulier nos enfants et les suivants. C'est aussi une augmentation des extrêmes. Donc, les extrêmes chauds se réchauffent plus que la moyenne planétaire. Les extrêmes de précipitation deviennent plus fréquents, mais aussi plus intenses, en gros 7% de plus par degré de réchauffement. Il y a également une exacerbation des sécheresses agricoles, en particulier dans les régions qui s'assèchent en moyenne, comme le tour de la Méditerranée. Pour un réchauffement important, une augmentation de la proportion des cyclones les plus intenses, et en particulier de la vitesse des vents et de la quantité de pluie associée. Et puis des événements composites rares vont devenir de plus en plus probables dans un climat qui se réchauffe. Alors, il y a d'autres choses qui dépendent directement du niveau de réchauffement, la glace de mer Arctique, le manteau neigeux, les sols gelés et leur dégel. Il y a d'autres facteurs qui réagissent plus lentement, les glaciers, c'est quelques décennies, l'océan profond, c'est quelques siècles, les calottes de glace, le Groenland, l'Antarctique, quelques siècles à quelques millénaires. Donc le message important, c'est aujourd'hui en fait, quand on conçoit quelque chose, quand on rénove quelque chose, quand on gère par exemple des écosystèmes, le littoral, quand on met en place des plans de prévention de risques, ce n'est pas simplement regarder dans le rétroviseur les événements rares du passé,
mais intégrer ces connaissances, être capable de les mobiliser pour faire en sorte que ce qu'on construit, ce qu'on aménage, fonctionne correctement, soit résilient par rapport à des événements extrêmes qui auront une intensité plus forte, qui seront plus fréquents, qui toucheront de nouvelles régions, à un moment différent de l'année ou avec des nouvelles combinaisons de caractéristiques. Et un point important, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, la végétation, les sols, l'océan, captent environ 54% de nos rejets annuels de CO2. Nos rejets ont fortement augmenté depuis 60 ans, mais cette fraction captée a été à peu près la même. Comment est-ce que ça va évoluer à l'avenir ? Déjà aujourd'hui, on observe une saturation de l'effet tampon des carbonates, les premiers signes avant-coureurs, dans l'océan. On observe aussi, vous l'avez vu certainement, des dépérissements de forêts, devant le stress thermique, le stress hydrique. Donc, dans un climat qui se réchauffe fortement, la capacité relative de l'océan à stocker du carbone, la capacité de la végétation à stocker du carbone peut être amoindrie. Donc c'est le résultat de mécanismes contrastés, une absorption qui a tendance à augmenter avec le niveau de CO2 dans l'atmosphère, mais qui peut être contrainte par l'effet du climat, du réchauffement de l'océan, des conditions plus sèches, plus chaudes au-dessus des continents, qui va diminuer leur efficacité relative en cas de fort réchauffement. Au-delà de ça, nous exerçons une pression majeure sur les écosystèmes. Destruction d'habitats, fragmentation, exploitation intensive. Donc, le message, je pense, important, c'est faire le maximum aujourd'hui pour préserver ces écosystèmes, les restaurer, mobiliser leur capacité à stocker du carbone pour amortir l'ampleur de notre perturbation dans les décennies à venir. Sur certains aspects, on ne peut pas revenir en arrière, je l'ai suggéré, le temps de réponse de l'océan, des glaciers et des calottes. Donc il faut se préparer à la poursuite de la montée du niveau de la mer. Quelques décennies de plus, autour de 2050, de manière assez indépendante de ce qu'on va faire sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis un rythme de montée du niveau de la mer à la fin de ce siècle, dans les siècles suivants, qui va complètement dépendre de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous pouvons limiter l'ampleur et la vitesse de la montée du niveau de la mer, mais il faudra faire avec sur tous les littoraux du monde. Et puis il y a des choses pour lesquelles notre incertitude reste profonde. On sait qu'il peut y avoir des seuils conduisant à une déstabilisation de certains secteurs de l'Antarctique. Il est très difficile de savoir quel est le niveau de réchauffement, le moment dans le temps où ça peut se produire. Il y a même un débat dans la communauté scientifique pour savoir si ce seuil a été dépassé aujourd'hui pour certains secteurs de l'Antarctique, mais il n'y a pas consensus actuellement. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour représenter une éventualité dont la probabilité est inconnue ou faible, mais dont l'impact serait considérable, c'est rajouter en pointillé l'estimation de ce que pourrait être le rythme maximum de montée du niveau de la mer en cas d'émissions très fortes de gaz à effet de serre et d'instabilité de ces secteurs des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Donc c'est une manière de représenter un scénario, on va dire, à risque maximal. Ce type de scénario nous est demandé. Il nous est demandé par exemple, les personnes impliquées dans la protection de la ville de New York ou Rotterdam ou de l'État de Singapour. Il nous est demandé par les gestionnaires d'infrastructures critiques comme des centrales nucléaires sur le littoral, parce qu'ils veulent prendre en compte non pas le risque médian, mais aussi ce qu'on appelle les queues de distribution, c'est-à-dire les choses associées à une probabilité plus faible, mais dont les impacts, si on ne s'y prépare pas, seraient considérables. Donc cette information, elle n'était très difficile à quantifier il y a quelques années. Il y a eu des progrès pour parvenir à la quantifier, mais ça reste associé à une incertitude profonde. Alors la montée du niveau de la mer, elle se poursuit. Le message clé, c'est se préparer à une montée du niveau de la mer qui va dépasser 1 mètre et plusieurs mètres sur plusieurs siècles. À horizon de quelques millénaires, si le pic de réchauffement est limité à 2 degrés, sur 2000 ans, on s'attend à 2 à 6 mètres de montée du niveau de la mer. Si le pic de réchauffement est limité à 3 degrés, alors notre estimation est une montée du niveau de la mer sur 2000 ans de l'ordre de 4 à 10 mètres. Ce sont des travaux à base physique, modélisation du climat, contenu de chaleur de l'océan, réponse des glaciers et des calottes, qui sont aussi cohérents avec les connaissances qu'on tire des hauts niveaux marins à l'échelle géologique. Donc c'est important par rapport à la confiance associée à cette information. Et donc, réduire les rejets de gaz à effet de serre maintenant, c'est quelque chose qui peut permettre de dégager du temps pour l'adaptation dans les zones littorales. On a déjà en fait acté
d'atteindre de l'ordre d'1 mètre de montée du niveau de la mer. Mais en cas d'émissions de gaz à effet de serre les plus basses, ici en bleu, donc un pic de réchauffement sous 2 degrés, ce niveau de 1 mètre, notre meilleure estimation, c'est que ça pourrait être atteint vers les années 2150. Plutôt si on n'a pas de chance avec l'instabilité des calottes. En cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre, ça pourrait être atteint le siècle prochain, plutôt si on n'a pas de chance avec l'instabilité des calottes de glace. Donc globalement, plus on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, plus on retarde le moment où un certain niveau de montée supplémentaire est atteint. Donc c'est plus de temps, par exemple, pour protéger l'existant avec, par exemple, des ouvrages en dur ou en les mettant en sécurité, en gagnant sur la mer ou en reculant de manière planifiée, stratégique, délibérée, ou bien en restaurant les écosystèmes côtiers comme les mangroves pour bénéficier de leur effet d'amortisseur, ou les marais côtiers d'ailleurs, pour bénéficier de leur effet tampon qui freine en fait l'érosion ou l'effet de la houle et des tempêtes. Donc gagner du temps, c'est important pour le milliard de personnes qui, autour de 2050, vivront à proximité immédiate du littoral, qui concentrent des grands deltas agricoles, qui concentrent également une partie importante de notre patrimoine historique et culturel, et qui concentrent aussi beaucoup de villes et d'infrastructures stratégiques. Donc, au niveau régional, la montée du niveau de la mer pour 2/3 des littoraux du monde, elle est à peu près à 20% de la moyenne planétaire. Et cette montée régionale, qui va aussi dépendre de mouvements relatifs terre-mer ou de ce qu'on fait sur le continent, qui peut conduire à un affaissement. Donc, ces effets-là, en fait, vont exacerber l'érosion du littoral et vont aussi rendre les épisodes de haut niveau marin extrêmes, qui étaient très rares dans le passé, beaucoup plus fréquents, simplement par l'effet de la montée. Alors, vous trouverez sur le site internet que je montre ici de la NASA un atlas qui permet d'explorer l'évaluation qui est faite dans ce rapport pour tous les sites équipés de marégraphes. Et vous voyez sur cette carte que, par exemple, beaucoup de côtes de l'Afrique ne sont pas équipées de marégraphes qui ont enregistré sur une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, ce qui limite en fait la capacité à projeter les évolutions futures du niveau de la mer dans ces régions. Donc ça montre aussi le besoin de monter sur l'instrumentation, l'équipement d'observation, en particulier pour l'océan côtier, et puis également le besoin de renforcer les capacités de recherche scientifique dans de nombreuses régions du monde, parce que cette information régionale, elle est importante pour guider les stratégies d'aménagement, disons, soutenables du littoral. C'est un exemple d'information climatique qui est importante en appui aux stratégies de gestion de risque, aux stratégies d'adaptation, avec beaucoup d'autres. Et le message important de ce rapport, c'est que le changement climatique, en fait, il affecte déjà toutes les régions de la Terre de manière spécifique à chaque région. Ce sont des changements multiples et qui vont dépendre de l'intensité du réchauffement planétaire. Donc des changements qui vont être des tendances graduelles, un peu insidieuses, des événements extrêmes, plus fréquents, plus intenses, et puis parfois certaines variables physiques qui vont dépasser des seuils de tolérance, par exemple pour les rendements agricoles, ou bien pour la santé humaine, pour une activité physique difficile en extérieur. Donc dans notre rapport, vous trouverez 33 facteurs climatiques générateurs d'impact, on les a cartographiés sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui, en grand domaine, le côté chaleur ou froid, tout ce qui touche au cycle de l'eau, à l'enneigement et à la glace, les caractéristiques des vents moyens ou des vents extrêmes, les choses spécifiques pour le littoral, les vagues de chaleur côtières, l'érosion, les événements extrêmes côtiers, la montée du niveau de la mer, des événements qui touchent par exemple à la qualité de l'air, les conditions météorologiques qui sont propices à des pics de pollution, et puis les paramètres qui touchent à l'océan ouvert. Si le climat se réchauffe de 2 degrés d'ici à 2050, ce qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, pour 96% des régions du monde, il y a 10 facteurs qui vont changer en même temps. Pour la moitié des régions du monde, c'est 15 facteurs qui vont changer en même temps. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de mobiliser ces connaissances au maximum pour s'y préparer, et pas simplement pour la France sur les canicules, ou bien sur le risque d'inondation, ou bien le risque de sécheresse, mais des changements composites dans chaque région. Et c'est, je pense, un défi considérable devant nous, en fait, dans les années, dans les décennies à venir. Donc pour rendre ces connaissances largement accessibles, nous avons mis en place un atlas interactif où vous pouvez naviguer pour chacune de ces régions du monde en fonction du scénario d'émissions de gaz à effet de serre ou du niveau de réchauffement à moyen terme, court terme ou long terme sur l'ensemble de ces caractéristiques et puis avoir une synthèse des risques liés au climat
pour ces différentes régions. Alors, je vous montre un exemple de carte issue de cet atlas. C'est l'augmentation par rapport à 1995-2014 du nombre de jours où la température maximale dépasse 35 degrés. C'est un indice qui est pertinent par rapport au rendement du maïs, par exemple, qui ont tendance à culminer et ensuite diminuer quand ce niveau de réchauffement est dépassé. Donc vous voyez qu'en fonction du niveau de réchauffement planétaire, ce nombre de jours peut augmenter de l'ordre d'un mois de plus par an. Pour des niveaux bas de réchauffement, c'est d'abord dans les régions tropicales, et puis pour des niveaux plus élevés de réchauffement, ça touche aussi les régions tempérées, les grands greniers à blé, où on produit aussi des céréales qui sont exportées et qui contribuent à maintenir la sécurité alimentaire partout dans le monde. Donc, cela illustre les défis en matière d'adaptation. À nos latitudes, on peut aller chercher des semences qui sont adaptées à des climats plus chauds, mais dans les régions qui sont aujourd'hui les plus chaudes, il n'y a pas de région plus chaude. Donc les défis sur le fait d'adapter les cultures vivrières, les semences de céréales, sont considérables, en particulier dans les régions les plus chaudes. On a également fait des fiches de synthèse régionale pour ces grandes régions du monde. Alors si on prend l'Europe, à quoi s'attendre? À un réchauffement plus important que la moyenne planétaire. Si le niveau de réchauffement dépasse 2 degrés, dépasser des seuils de chaleur critiques pour certains rendements agricoles et pour la santé humaine, une activité physique en extérieur. Des pluies en hiver qui ont tendance à augmenter au nord de l'Europe, des pluies en été qui diminuent sur une grande partie méditerranéenne et en Europe de l'Ouest, une augmentation des précipitations extrêmes qui est déjà statistiquement discernée du côté des Cévennes, donc les épisodes cévenols en automne, qui est observée en Île-de-France mais sans être statistiquement significative pour l'instant. Donc ce sont des choses importantes à intégrer et à anticiper. Une augmentation des événements extrêmes liés à la montée du niveau de la mer et un recul du littoral sur les côtes sableuses. Des changements multiples en montagne, avec un fort recul des glaciers, des sols gelés, de l'étendue et de la durée du manteau neigeux, en particulier en moyenne montagne. Et donc de multiples facettes dans les facteurs climatiques générateurs d'impact qui vont être importants pour préserver les écosystèmes et la biodiversité, dans l'océan comme au-dessus des continents. Donc aménager des corridors, réduire les pressions sur ces écosystèmes pour qu'ils puissent s'adapter à ce climat qui se réchauffe malgré les limites qui existent. Des enjeux considérables pour la production agricole, pour la production forestière également, la gestion de risques, et puis certaines activités touristiques également. C'est une carte qui vient du rapport de l'été dernier du Haut Conseil pour le climat qui soulignait l'importance d'engager l'adaptation et puis d'accélérer l'atténuation. C'est pour la France, en cas de réchauffement de l'ordre de 2 degrés autour de 2055, l'évolution par exemple des conditions météorologiques propices aux incendies, donc une forte hausse dans les régions méditerranéennes, mais une hausse également sur une durée qui peut être de l'ordre de 1, 2 ou davantage mois, à des latitudes où on n'est pas encore équipé en termes de gestion de risque. Une baisse qu'on attend partout de l'humidité des sols, donc avec des enjeux considérables sur la gestion de l'eau, l'efficacité de l'utilisation de l'eau, et puis un sujet difficile qui est la transformation de certaines pratiques agricoles, donc plus transformatives, pas simplement pour gagner un petit peu, mais pour transformer les pratiques de sorte à anticiper les crises et avoir des modes de production qui soient plus résilients face à un stress hydrique qui risque d'augmenter. Il y a des enjeux considérables pour les villes. L'urbanisation, en fait, par la géométrie, les matériaux, le dégagement de chaleur dans les villes, renforce, en fait, par les effets d'îlots de chaleur urbains, la sévérité des vagues de chaleur. Donc, tout ce qui permet, en fait, de favoriser l'évapotranspiration avec de l'eau, avec de la végétation, ça permet d'amortir cet effet dans les villes. L'urbanisation renforce l'intensité du ruissellement, donc pose la question de la manière de gérer l'excès d'eau brutal avec les extrêmes de pluie. Et puis les villes côtières, elles sont sujettes à des effets croissants d'inondations composites pour lesquels c'est important d'anticiper. Alors, je voulais mentionner les éventualités rares qu'on ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure que la réponse du climat soit plus forte ou plus faible que notre fourchette très probable. La probabilité est faible. On ne peut pas exclure des effets de seuil et des changements abrupts sur certains écosystèmes, des périssements de forêt. Pour l'Antarctique, j'en ai parlé, pour la circulation de l'océan Atlantique ou pour des événements composites rares, la probabilité d'occurrence de ces éventualités augmente avec le niveau de réchauffement.
Et puis, il faut aussi se préparer à des surprises, comme par exemple une succession d'éruptions volcaniques majeures. Alors, je l'illustre ici. Ce sont des trajectoires de réchauffement en réponse à un scénario intermédiaire. Et si on a quelques éruptions volcaniques majeures, seules ou en bouffée, vous voyez que l'évolution de la température à la surface de la Terre, elle sera différente de la tendance graduelle purement due à l'influence humaine à laquelle se superpose la variabilité spontanée du climat. Dans ce cas-là, en fait, temporairement, on peut avoir une baisse de température à l'échelle planétaire, donc des conditions plus rigoureuses pendant 1 ou 2 ans, des conditions plus sèches dans beaucoup de régions pendant 1 à 2 ans. Et donc se préparer par rapport à un climat qui change, c'est bien sûr se préparer à l'effet de l'influence humaine sur le climat, parfois atténué, parfois amplifié par la variabilité spontanée, mais c'est aussi se préparer à ces surprises dans les stratégies, par exemple, pour s'assurer de la sécurité en énergie, pour s'assurer de la sécurité d'approvisionnement alimentaire également. Alors je parle de risques, je veux aborder cet aspect-là. Les risques liés au changement climatique, c'est le résultat de ces caractéristiques qui changent, des tendances, des extrêmes, des indices associés à des seuils de tolérance, mais aussi de la manière dont ça interagit avec l'exposition à ces aléas et les vulnérabilités. Les stratégies d'adaptation, elles permettent en fait de réduire les vulnérabilités, l'adaptation, parfois les caractéristiques des aléas. Et puis, il y a les effets directs d'un climat qui change, ce que je décrivais, et puis les effets indirects via, par exemple, les rendements agricoles ou via la réponse des écosystèmes, le rendement des pêcheries, dont de nombreuses populations dans le monde dépendent directement. Donc, quand on évalue les risques liés à un climat qui se réchauffe, de nombreux risques en fait, dépendent de l'ampleur et de la vitesse du réchauffement à l'échelle planétaire. C'est le cas, par exemple, pour la dégradation des coraux d'eau chaude, dont on voit déjà les effets et qui vont s'amplifier dans les années, dans les décennies qui viennent, même pour un niveau de réchauffement bas. C'est aussi le cas, par exemple, pour les rendements des pêcheries dans les régions tropicales. C'est aussi le cas pour les rendements de certaines cultures, en particulier dans les régions tropicales. Et puis c'est aussi le cas pour certains aspects sanitaires, vraiment directement liés à des extrêmes chauds. Si on regarde ce qui touche au secteur des terres, le risque de pénurie d'eau dans les régions aujourd'hui arides ou semi-arides augmente en fait fortement avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est aussi le cas des dommages liés aux feux de forêt, en fait, à grande échelle, qui augmentent fortement le risque de dommages avec le niveau de réchauffement planétaire, ou bien l'instabilité de l'approvisionnement alimentaire, en cas de sécheresse, par exemple, qui vont provoquer de mauvais rendements, de mauvaises récoltes dans une région donnée à un moment donné. Mais si on prend la question de la sécurité alimentaire, celle-ci, en fait, ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire. Elle dépend des choix qu'on fait en termes de développement. C'est-à-dire, si on met le curseur sur une gestion des terres, on préserve les terres agricoles, on met en place des systèmes de production agricole bas carbone, résilients, on renforce la capacité d'adaptation des acteurs du secteur agricole, on réduit aussi la demande en produits agricoles par nos pratiques alimentaires, on peut mettre le curseur sur la soutenabilité et gérer ce risque de sorte à ce qu'il soit limité, même pour un niveau de réchauffement jusqu'à 2 degrés. A l'inverse, en fait, si on est plus nombreux, que les plus aisés ont un mode d'alimentation qui exerce une pression croissante sur les terres, et à l'inverse, que les producteurs ont des niveaux de vie qui sont très fragiles, une faible capacité d'adaptation, si on exerce des pressions sur les terres et qu'on les utilise, par exemple, pour autre chose que la production agricole, là, en fait, on peut exacerber les risques liés au climat et atteindre des niveaux qui peuvent être dangereux, même pour un niveau de réchauffement de l'ordre de 1,5 degré à l'échelle planétaire. Alors, parmi ces pressions, je veux mettre l'accent sur l'utilisation des terres. Dans toutes les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement, il y a des transformations dans ce secteur, avec différentes combinaisons de restauration d'écosystèmes, de reboisement, de boisement, de déforestation évitée, et de culture pour produire de l'énergie et des matériaux à partir de la biomasse. À grande échelle, en fait, si on a un déploiement de monoculture pour la bioénergie et le boisement, ça peut exercer une pression croissante sur la sécurité alimentaire et donc contribuer à un type de développement qui sera insoutenable pour la biodiversité, pour l'eau, pour les droits fonciers des populations locales, pour la sécurité alimentaire. Donc il y a un potentiel dans ce secteur, sur des terres marginales, avec des essences locales,
avec une gestion diversifiée des paysages, pour des cultures de bioénergie, pour du boisement sur des terres dégradées ou avec des pratiques d'agroforesterie. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être déployé sans limite à grande échelle vis-à-vis de ces enjeux. Je termine en fait avec limiter le réchauffement. Quelles sont les conditions physiques qui permettent de limiter le réchauffement? Le premier facteur, c'est limiter les émissions cumulées de dioxyde de carbone. Donc, on a cette relation étroite qui est confirmée entre le cumul passé, présent et futur de nos émissions de dioxyde de carbone et l'ampleur du réchauffement à venir. Ça veut dire que limiter le réchauffement à un certain niveau, c'est associé à un budget carbone résiduel. Si on voulait limiter le réchauffement, par exemple, à 1,5 degré, le budget carbone résiduel pour avoir 2 chances sur 3 de le faire est de l'ordre de 400 milliards de tonnes de CO2, sachant qu'on en émet 40 milliards par an. Vous voyez que cette marge de manœuvre résiduelle est très ténue. S'il n'y a pas une baisse nette dans les années à venir, en fait, on aura dépassé ce budget carbone résiduel dans une décennie. Et donc, inéluctablement, on aura un réchauffement qui dépassera 1,5 degré. Donc, atteindre des émissions de CO2 à net zéro, avec le cumul le plus réduit possible, le plus vite possible, c'est ce qui est indispensable pour limiter le réchauffement à long terme, et c'est illustré ici. C'est l'effet d'1 an d'émissions actuelles sur la température de surface globale. Donc, tant qu'on émet du CO2, il y a un effet à court terme, il y a un effet à long terme de réchauffement. Si nos émissions sont à zéro, plus d'effet, plus de réchauffement. Mais si on regarde au bout de 10 ans, sur 1 an d'émissions actuelles, vous voyez que c'est dominé à court terme par l'effet refroidissant des particules de pollution et l'effet réchauffant du méthane. À court terme, si on veut maîtriser la trajectoire de réchauffement, réduire les émissions de méthane, ça joue un rôle critique. Ça joue un rôle critique en particulier pour contrebalancer la perte de l'effet masque des particules de pollution, et parce que c'est le facteur qui joue le plus sur l'effet réchauffant à court terme. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'air par rapport à l'ozone de surface qui est néfaste pour la santé et la croissance des végétaux. Il y a des bonnes nouvelles en fait. Si on baisse fortement les émissions de gaz à effet de serre, au bout de combien de temps on en verrait les effets? Sur la qualité de l'air, sur la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est quelques années en fait. Sur l'évolution de la température à la surface de la Terre, l'effet serait discernable au bout d'une vingtaine d'années. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut agir, à condition de mettre le curseur sur des transformations profondes dans chacun des secteurs d'activité, les modes de production, mais aussi maîtriser la demande en énergie, en matériaux non renouvelables, la demande alimentaire qui exerce une pression forte sur les terres et les émissions de gaz à effet de serre. Et si on limite le réchauffement, je termine avec ce graphe, on peut tous y gagner, quelle que soit la région du monde. C'est illustré ici par le nombre de jours d'alerte de chaleur extrême néfaste pour la santé humaine, pour l'activité physique en extérieur. C'est illustré également pour les pluies extrêmes. Et vous voyez que dans les régions froides, limiter le réchauffement, c'est limiter les risques associés aux pluies extrêmes. C'est aussi le cas dans les régions de mousson. Et dans les régions tropicales, c'est aussi limiter les effets du réchauffement sur des risques directs en fait, pour la santé humaine liés à une activité physique intense en extérieur. Et donc je termine en concluant que sur la base de ces connaissances, des évaluations de risques, des leviers d'action, le climat et les risques liés au climat que nous connaîtrons à l'avenir, ils dépendent en fait des décisions que nous prenons maintenant. Et il y a de nombreux leviers d'action pour agir. Merci. Merci beaucoup. J'ai bien aimé la dernière phrase. Il y a des nombreux leviers d'action pour agir. Écoutez, nous allons prendre les questions. Qui veut poser une question? Voilà, une question devant. On vous écoute. Vous avez un micro qu'il faut mettre en route. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très enrichissant et je crois que c'est plutôt très clair qu'on a une influence sur le changement climatique. Je crois que ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ma question, c'est avec toutes ces dernières années, il y a eu des augmentations du réchauffement de la température. On a eu toujours 80% des
du mix énergétique mondial, c'est des énergies fossiles, le gaz, pétrole, charbon. Et ce, depuis toutes les COP, toutes les déclarations, toutes les sensibilisations. Et merci beaucoup pour tous vos travaux, d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui permettrait d'enclencher ces changements en profondeur dont on a besoin aujourd'hui? Et qu'est-ce qui permettrait de parler d'autre chose que d'arrêter de supprimer les touillettes en plastique et d'arrêter de prendre un sac en plastique au supermarché? Enfin, vraiment de faire des changements en profondeur, que ce soit pour les hommes et les femmes politiques, comme pour les citoyens et les citoyennes. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais je ne sais pas si vous avez des indices là-dessus. Voilà, merci beaucoup. C'était la dernière phrase, en fait. Quels sont les leviers d'action? Il y a un micro, je crois, là. Alors, en fait, il ne faut pas se dire que les COP successives n'ont mené à rien. Il y a eu quelques effets. Par exemple, si on regarde les politiques de 2010, elles auraient conduit à une forte hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2010 et 2030. On a eu des politiques réactualisées depuis 2015, l'accord de Paris, qui permettent d'enclencher en fait, des changements qui permettraient de réduire cette hausse. Et les réactualisations d'engagement lors de la COP26, on ne voit pas mes diapos. Les réactualisations des promesses faites au moment de la COP26, elles pourraient permettre, en fait, si elles sont mises en œuvre, d'avoir en tout cas une stabilisation, voire une légère baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc il y a des petits pas, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez que ce n'est pas du tout en ligne avec les trajectoires de baisse compatibles avec une stabilisation du réchauffement à 2 degrés ou 1,5 degrés si on le fait régulièrement, graduellement, et pas brutalement plus tard. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'il y a des choses engagées, et je pense que, de mon point de vue, il y a 5 enjeux majeurs. Agir sur la cause du réchauffement. Donc le diagnostic en France, c'est 31% les transports, à peu près à part égale agriculture, bâtiment et puis industrie. Identifier des plans d'action, les mettre en œuvre. Donc il y a des leviers d'action à tous les échelons. Les politiques publiques, l'implémentation entre les différents ministères, la déclinaison État, région, collectivité, avec les plans climat territoriaux, les accords de branche dans différents secteurs, le cadre européen, par exemple, les règles du commerce, pour exercer une pression sur les pays qui ne respectent pas leurs engagements, qui n'ont déjà pas respecté leurs engagements, je pense au Brésil, par exemple. Le deuxième volet, c'est faire en sorte qu'on renforce les plans de prévention de risques, d'adaptation, qui ont des moyens insuffisants, et qu'on mobilise les connaissances sur les évolutions futures. Le troisième volet, c'est mettre l'accent sur la partie écosystème. Donc on a une artificialisation des terres croissante. Ça ne va pas dans le bon sens, en fait, parce qu'on perd des puits de carbone, tout simplement, plus la capacité de production alimentaire. Et donc là, il y a un enjeu qui est considérable sur le renforcement de ces puits de carbone, la biodiversité, des solutions qu'on dit fondées sur la nature, pas uniquement en dur. Il y a un enjeu de solidarité. Par exemple, à la COP26, ce qui était frappant, c'est l'absence totale de mobilisation de ressources des pays qui ont le plus émis, qui émettent le plus, vis-à-vis des pays qui subissent des pertes et des dommages croissants, des plus vulnérables. Donc ça, c'est au niveau international, mais il y a la même chose partout. Donc cet enjeu sur le fait d'aider les plus vulnérables, c'est quelque chose qui est critique. Et puis après, il y a l'enjeu de construire des choses qui soient justes, perçues comme justes, et avec un volet démocratique. Donc, pour répondre à votre question, en ce moment, interpeller les candidats aux élections, comparer les programmes, demander aux journalistes politiques qui les interviewent de poser des questions éclairantes sur leur stratégie d'action pour le climat, je pense que ça peut alimenter le volet démocratique. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question au deuxième rang, là-bas. Oui. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui. Je voudrais vous poser une question sur alors quelque chose dont on entend parler de temps en temps. Je suis par ici. Mais qui n'a pas forcément très bonne presse. C'est toutes les. Vous avez montré un certain nombre de graphiques qui montrent que finalement les éruptions volcaniques ont un impact alors temporaire mais significatif sur les principaux paramètres que vous avez exposés. Est-ce que justement vous avez été mandaté au niveau du GIEC pour réfléchir à ce qu'on appelle Earth Engineering ou terraformation, qui consiste finalement qui consisterait, on va utiliser le conditionnel, à simuler
des éruptions volcaniques pour maîtriser l'augmentation de la température. Alors, donc, par rapport à l'occurrence d'une éruption volcanique elle-même, il y a des choses importantes, c'est-à-dire les systèmes de surveillance, d'alerte. En cas d'éruption qui injecte une quantité importante de soufre dans la haute atmosphère, ce n'était pas le cas a priori de celle de Tonga récemment, être capable d'anticiper et de l'intégrer tout de suite en fait, en prévision à l'échelle saisonnière pour, en fait, un peu le dos au mur, mais se préparer un peu dans l'urgence. Sur le fait de vouloir manipuler délibérément le rayonnement solaire, c'est le terme qu'on utilise, modification du rayonnement solaire, il existe des travaux théoriques donc où on va injecter différentes quantités de soufre en particulier, mais il y a d'autres approches qui sont explorées, purement théoriques. Donc je résume, ça reste associé à une incertitude importante sur l'aspect aérosol-nuage, enfin perturbation du bilan radiatif. Ça entraînerait des effets de masque pas tout à fait exactement les mêmes que l'effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement de surface, ses caractéristiques. Quand on rajoute des particules comme cela, ça a un effet asséchant. Donc on touche en fait à la pluviométrie, on peut toucher aux pluies de mousson également, d'une manière différente. Cela ne masque pas l'acidification de l'océan qui se poursuit, l'accumulation de gaz à effet de serre qui se poursuit. Donc ça pose des questions majeures éthiques, c'est-à-dire si on enclenche ce type d'approche dans un intérêt particulier et pas forcément l'intérêt général, on se condamne à devoir continuer à le faire, au risque, si on arrête, de faire face à une réponse aux gaz à effet de serre qui sont accumulés potentiellement plus brutale. Ça pose aussi la question de la responsabilité, de l'assurabilité de ceux qui le déploieraient par rapport à des conséquences dans d'autres régions du monde qui peuvent être majeures. Et donc, ce n'est pas, à mon sens, l'enjeu scientifique de connaissance qui est le plus important, c'est l'enjeu éthique et en termes de gouvernance qui est critique. Votre micro. C'est bien, parce que ma question c'était, est-ce qu'on vous a donné mandat pour y réfléchir? Et la réponse que vous apportez là, est-ce que c'est une réponse du GIEC ou est-ce que c'est une non-réponse finalement? Cela faisait partie du cadrage de ce rapport ou du rapport sur 1,5 degré, d'évaluer l'état des connaissances et de le synthétiser. Donc dans notre rapport, c'est abordé dans plusieurs chapitres, il y a un encadré dans le résumé technique qui en fait une synthèse, mais l'encadré à ce jour le plus abouti, c'est dans le rapport sur 1,5 degré, qui ne mobilise pas que des physiciens en fait, mais les spécialistes des risques, de la gouvernance, de l'éthique, qui en ont fait une évaluation soulignant ces différentes dimensions qui sont critiques. Il n'y a pas à ce jour de gouvernance, de cadre de gouvernance. Je propose qu'on passe aux questions suivantes. Une question au premier rang. Oui, bonjour. Merci, comme ça a été dit, pour tout ce que vous nous avez exposé. Je voulais revenir parce que moi, j'avais entendu dire qu'il y aurait des régions comme au Sahel où avec un fort réchauffement climatique, on ne pourrait plus vivre là-bas, l'homme ne pourrait plus vivre. Hein. Donc, est-ce qu'on en arrive à des choses comme ça, peut-être à plus 2, plus 3 degrés? Et du coup, j'étais étonné parce que vous avez présenté au moins 2 diapositives où on voyait l'augmentation de température à la surface de la Terre. Et notamment, il y avait une diapo à plus 35 degrés où on voyait en fait avec plus 1,5, plus 2, plus 3 degrés, qu'il y avait de plus en plus de jours avec une température supérieure à plus 35. Et il m'a semblé remarquer que c'était plutôt du côté de l'Amazonie que justement du Sahara ou du Sahel. Et j'étais surpris qu'il y ait des températures plus fortes sur l'Amazonie que dans des zones désertiques. Et alors, voilà, il y a un petit peu 2 questions. Est-ce qu'effectivement, il y a des zones qui risquent, pour des raisons physiologiques, si j'avais bien compris, s'il y a une température qui ne descend pas la nuit en dessous de 35 degrés, le corps ne peut plus thermoréguler ou des choses comme ça? Alors, le seuil à 35 degrés, c'était pour les rendements du maïs tel qu'il est cultivé aujourd'hui. Donc, ça entraîne une chute de rendement. L'autre seuil que je montrerai à la fin, c'est pour le travail physique en extérieur, c'est un seuil autour de 41 degrés de chaleur chaude et humide. Donc, par rapport au corps, en fait, la physiologie humaine. Donc, dans les régions tropicales, les enjeux qui sont majeurs, c'est les effets du changement climatique sur la sécurité en eau, les effets du changement climatique sur la production alimentaire, et puis c'est également les effets du changement climatique sur le travail physique en extérieur. Et vous voyez que là, il y a des facteurs de risque croisés, en particulier dans les régions semi-arides. Pour la mousson d'Afrique de l'Ouest,
il faut bien comprendre que la mousson d'Afrique de l'Ouest, elle a subi une période de baisse forte dans les années 70 à 90. Une partie de cette baisse des pluies de mousson, c'était pilotée par nos particules de pollution et leur effet refroidissant et asséchant régional. Donc l'évolution des pluies de mousson, elle va dépendre à la fois localement des émissions de particules polluantes et aussi de la hausse de l'effet de serre qui a tendance à les renforcer. Donc les projections, elles sont assez contrastées. Et par exemple, sur l'extrême ouest du Sahel, c'est plutôt une baisse des pluies de mousson. Il y a aussi des projections de décalage de la saison de mousson, donc qui peuvent avoir des effets considérables par rapport aux pratiques agricoles traditionnelles. Merci. Et ce sont des habitants dont les émissions de gaz à effet de serre ne contribuent quasiment pas au réchauffement. Voilà, je suis très compliqué parce que j'avais convenu avec Pierre Léna qu'on poserait encore une question et je vois trois mains qui se lèvent. Je vois une petite lumière rouge devant, là, au centre. Ouais. C'est moi? Oui. J'ai entendu dernièrement que les efforts qui ont été faits par les COP successives depuis la COP 21 ont un certain effet, mais qui ont été largement inhibés, on va dire annulés, par les différents incendies sur la planète qui ont eu lieu ces 1 ou 2 ou 3 dernières années. Ces efforts auraient été quasiment annulés. Si on ajoute à ça le permafrost qui dégage des émissions d'azote, on va dire, incontrôlées, à partir de maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans une situation incontrôlable dès maintenant? Si on prend simplement ces deux effets-là, les incendies qui ne vont pas s'arrêter sur la planète, étant donné la température, et la perte et la fonte du permafrost. Alors en fait, les COP en elles-mêmes, elles ne font rien. Chaque pays met sur la table des promesses, et donc le résultat des COP n'a de valeur que si les pays tiennent leurs engagements. Ça, c'est la première chose. Et le prochain inventaire global, dans le cadre du mécanisme de l'accord de Paris, donc les promesses, la tenue des promesses, est prévue en 2023. Donc ça, c'est le premier volet. La France a échoué à tenir son premier budget carbone, a revu à la baisse le deuxième. Donc ça montre la difficulté de mise en œuvre pour tenir les engagements. Ou bien le Brésil avait promis d'atteindre 0 déforestation nette autour de 2025. On voit bien que le changement de gouvernement brésilien a joué dans le sens inverse, pour donner quelques exemples. Donc, sur l'effet des incendies, donc localement, quand vous avez une forêt qui a poussé et qu'elle brûle, vous avez un rejet temporaire du carbone qui a été accumulé dans les arbres vers l'atmosphère, par exemple. Par contre, s'il y a une forêt qui repousse derrière, elle va restocker. Et des arbres jeunes ont tendance à pousser un peu plus que des arbres matures. Après, il y a la question de la pérennité de ce stockage. Donc, il ne faut pas confondre l'effet temporaire avec l'effet à plus long terme net au niveau planétaire. Donc, au niveau planétaire, ce qui domine aujourd'hui et ce qui va dominer ce siècle, c'est ce que nous, on va faire sur les émissions mondiales de CO2, puis de méthane. C'est vraiment ça qui domine. Sur le permafrost, donc on va en perdre sur les sols gelés de l'Arctique sur 3 mètres. Dans les projections, on en perd 1/4 de leur surface par degré de réchauffement. C'est colossal. Dans ce rapport, on a réussi à s'appuyer sur la littérature scientifique pour évaluer l'effet sur les flux de CO2. Les flux de méthane sont plus incertains. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer, mais dans notre chapitre sur le cycle du carbone, la conclusion, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va entraîner un emballement massif. Ça peut émettre graduellement plus, et dans ce cas-là, ça réduit notre marge de manœuvre, mais c'est nous qui avons les clés vis-à-vis de l'ampleur actuelle de nos émissions de gaz à effet de serre. Et dernière chose, je pense important de le souligner parce que finalement, on est devant un ensemble de discours qui justifient l'inaction. Vous les entendez tous. On aura une technologie magique demain qui va nous permettre de contrebalancer l'effet de ce qu'on a fait jusqu'à présent sans rien changer. Ou bien la France, c'est un pouillème des émissions mondiales, pourquoi agir nous? Ça, on peut le dire partout en fait. Ou bien on a déjà enclenché des phénomènes considérables dans les écosystèmes et donc c'est hors de contrôle. En fait, non. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité qui est là et l'enjeu, c'est être capable d'agir et d'agir en construisant un développement qui soit résilient, d'agir en construisant des emplois, des activités économiques qui contribuent à déployer des solutions avec de l'innovation technologique, de l'innovation sociale,
Et puis aussi une forme de sobriété qui fait partie du kit, hein, c'est quelque chose qui est important. Et sur ces aspects-là, beaucoup de points parmi vos questions seront à nouveau abordés dans le rapport du groupe 2 du GIEC 28 février sur les impacts, qui vont beaucoup plus loin que ce que je décrivais, parce que ce sont les spécialistes de l'agronomie, ce sont les spécialistes des sociétés humaines et de leurs réponses. Et puis sur la partie groupe 3 du GIEC, sur les leviers d'action, leur potentiel, leurs coûts, leurs limites, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est le 4 avril que c'est publié. Merci beaucoup. Mais écoutez, je crois que nous allons remercier Valérie. Juste un mot encore, donc les PowerPoint, les présentations des 8 conférences que vous avez suivies sont ou seront très bientôt sur le site de l'Académie des sciences. Merci beaucoup. Merci à tous les conférenciers. Au revoir.